Et si la prochaine rupture géopolitique mondiale n'émergeait ni de Washington, ni de Pékin, mais de Bamako? Pendant des décennies, l'Afrique a servi de terrain de jeu stratégique pour d'autres, réduite à une pièce sur l'échiquier global. Aujourd'hui, le continent relève la tête et redéfinit les règles, dans un silence pesant qui trouble les chancelleries occidentales. Le coup de semonce, le salon Baymax 2025. Ce qui aurait pu n'être qu'une vitrine d'armement à Bamako devient le théâtre d'un manifeste inédit. Un cri de souveraineté, la preuve d'une indépendance conquise, peut-être même le point de bascule d'une ère nouvelle pour le Sahel. Ce ne sont pas seulement les armes qui captent l'attention, mais la fierté affichée par une génération de dirigeants déterminés à écrire leur propre histoire. Dans les allées du salon, de nouveaux noms s'imposent déjà comme des symboles d'avenir. Ibrahim Traoré, chef d'État jeune, incarne cette énergie de renouveau. Mais il n'est plus seul. Une vague entière de leaders, animés par une confiance inédite, s'approprie le destin de leur région et rejette la tutelle occidentale. Ce rêve d'autonomie devient réalité. On le voit dans la conception locale de drones, la production sur place de munitions, l'élaboration d'une doctrine militaire à l'abri des regards de Paris ou de Washington. Pour la première fois, le Sahel ne revendique plus seulement le droit de se défendre, il en démontre la capacité en dictant ses propres règles. L'ironie, c'est que l'Occident, surtout Washington, semble ignorer la magnitude de ce basculement. En négligeant ce réveil, les puissances traditionnelles risquent de perdre pied face à un des plus grands tournants stratégiques du siècle, et de voir l'Afrique s'imposer comme une force capable de défendre ses intérêts et de négocier d'égal à égal. Pour saisir la naissance de cette onde de choc à Baymax, il faut remonter une quinzaine d'années en arrière, à travers douleur, résistance et invention d'une souveraineté sahélienne nouvelle. Tout commence bien avant Baymax, dans les cicatrices des conflits, les désillusions de l'aide internationale et l'émergence progressive d'une volonté collective d'émancipation. Revenir sur ces années, c'est comprendre la profondeur de la transformation qui secoue aujourd'hui le Sahel. Pourquoi si longtemps le Sahel fut-il perçu comme le problème des autres? Pendant plus de 15 années, la région a été ravagée par la violence. Villages anéantis, populations jetées sur les routes, frontières effacées, la sécurité semblait s'évaporer à chaque nouvelle attaque. Pour comprendre cette situation, il faut se souvenir des années 2010, lorsque la crise du Mali éclate. Des groupes armés venus du nord prennent le contrôle de villes historiques comme Tombouctou et Gao. Les populations fuient en masse, créant l'une des plus grandes crises humanitaires de la décennie en Afrique de l'Ouest. Face à ce chaos, l'Afrique a vu défiler les interventions étrangères. Européens puis Américains sont venus avec leurs promesses de protection. Mais ces présences laissaient derrière elles un goût amer. Impuissance, dépendance accrue et toujours le même sentiment d'être spectateur de son propre destin. On se souvient de l'opération Serval, lancée par la France en 2013 pour stopper l'avancée des groupes djihadistes au Mali. Une opération saluée pour sa rapidité mais qui s'est vite transformée en bourbier. Les succès initiaux cèdent la place à la frustration, car la paix ne s'installe pas et les attaques se multiplient dans la région. Mali, Burkina Faso, Niger, 3 pays broyés par des cycles sans fin. Les opérations occidentales n'étaient qu'un pansement sur une plaie ouverte, jamais la solution. L'Afrique n'avait pas encore trouvé comment reprendre la main sur sa souveraineté sécuritaire. Pour illustrer, pensons à la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Malgré ses milliers de casques bleus, malgré des budgets colossaux, la mission n'a jamais pu contenir la spirale de violence. Les villageois, eux, voyaient chaque nouveau déploiement militaire comme une promesse vite trahie. Jusqu'à aujourd'hui, aucune nation sahélienne n'avait organisé un événement international d'une telle ampleur sans supervision étrangère. À Bamako, lors du salon Baymax 2025, le choc fut immédiat. Ici, l'exposition ne servait pas seulement à exhiber du matériel militaire, elle proclamait l'indépendance retrouvée. Un message fort était lancé au monde. Pour la première fois, le Sahel inversait la dynamique. Les armements présentés étaient conçus et fabriqués localement. La maîtrise technologique, la posture affirmée de décideurs, tout redessinait la carte du pouvoir régional. Jadis relégués au rang d'auxiliaires, les États sahéliens s'affichaient désormais comme architectes de leur propre sécurité. Mais à quel prix ces avancées? L'histoire a prouvé que répéter les erreurs du passé condamne à l'instabilité. Perpétuer la dépendance, c'est risquer de voir l'insécurité s'installer durablement, de perdre à nouveau toute autonomie. Pourtant, le salon Baymax marque un point de bascule. Le Sahel n'attend plus les solutions venues d'ailleurs.
Il les imagine, les construit, les impose sur la scène mondiale. Pour la première fois, la souveraineté africaine n'est plus un vœu pieux, mais une réalité tangible, affichée sans détour. Mais que s'est-il réellement passé à Baymax 2025 ? Pour comprendre ce bouleversement, il faut plonger dans les coulisses du salon, là où se sont joués des affrontements silencieux et des alliances inattendues. À Bamako, rien n'a été laissé au hasard, chaque détail avait son importance. L'Afrique, architecte de sa propre sécurité ? Il y a quelques années encore, l'idée semblait folle. Mais au salon Baymax 2025 à Bamako, les certitudes vacillent, le mythe d'une dépendance éternelle s'effondre sous nos yeux. Tout commence par un choc venu du ciel. Des drones sahéliens, conçus et pilotés localement, exécutent des manœuvres spectaculaires devant une foule incrédule. Leurs frappes simulées rivalisent avec celles des avions de chasse occidentaux. Jadis apanage des grandes puissances, cette technologie devient le nouveau visage de l'innovation africaine. Ce n'est plus seulement une question d'équipement. Pour la première fois, le partenariat s'invente sur un pied d'égalité. La Turquie, omniprésente, n'impose rien. Elle partage, transmet, co-construit. Ici, pas de tutelle cachée, mais une volonté manifeste de bâtir ensemble, d'échanger des savoir-faire, de regarder l'avenir dans la même direction. Prenons un exemple très concret. La société turque Baykar, déjà célèbre pour ses drones Bayraktar, a formé des ingénieurs maliens et burkinabés, main dans la main sur le calibrage de capteurs et la programmation de trajectoires automatisées. Au lieu de vendre des produits de fini, elle a contribué à construire une filière locale, adaptée aux besoins du Sahel, capable d'évoluer avec le temps. L'exposition dévoile une révolution silencieuse. Drones montés sur place, gilets balistiques cousus à Bamako, munitions fabriquées dans les usines locales. La défense cesse d'être importée, elle prend racine. Ce n'est pas une vitrine, mais un manifeste de souveraineté industrielle. Au centre de cette dynamique, la Confédération des États du Sahel, héritière de l'alliance AES, prend forme. Ce qui n'était qu'un concept devient doctrine partagée. Les chefs militaires maliens, burkinabés et nigériens imposent désormais leur tempo, choisissent leur stratégie, sans attendre les ordres venus d'ailleurs. Le changement se lit dans les gestes. Des officiers africains qui prennent la parole, défendent leur vision, expliquent leur choix avec assurance. Le leadership change de camp. Désormais, le Sahel n'exécute plus. Il propose et décide. Mais la transformation la plus profonde surgit peut-être là où on ne l'attendait pas. Pour la première fois, le salon s'ouvre au public. Familles, étudiants, entrepreneurs arpentent les allées, posent des questions, prennent des photos devant les prototypes nationaux. La défense devient affaire collective, source de discussions passionnées et de fierté partagée. La sécurité quitte le cercle des experts. Elle devient enjeu populaire, ferment d'une confiance retrouvée. Imaginons une scène. Un adolescent malien, fasciné, filme avec son smartphone le vol d'un drone conçu dans la région de Ségou. À ses côtés, sa mère s'approche d'un stand présentant des gilets pare-balles, assemblés par une coopérative féminine de Bamako. Cette proximité entre conception, production et société civile crée un nouvel imaginaire collectif. Ce sursaut n'échappe à personne. Les anciennes puissances s'inquiètent, redoutant de voir leur influence s'éroder sur cette région clé. Ignorer cette nouvelle assurance, c'est risquer de perdre l'accès à un continent qui redéfinit désormais ses propres règles du jeu. Pour les peuples sahéliens, c'est l'opportunité de renouer avec une dignité confisquée depuis plus de 50 ans. Pour l'Afrique, il ne s'agit plus seulement de raconter son histoire, mais d'en écrire un nouveau chapitre, aux conséquences mondiales. Mais derrière l'enthousiasme, chacun sent que l'équilibre reste fragile. Autour du salon, les regards s'aiguisent. Qui demain contrôlera vraiment le ciel et la terre du Sahel ? Quand une population cesse de craindre, elle cesse d'obéir. Mais que se passe-t-il alors ? Baymax 2025 n'était pas qu'une exposition technologique. C'était la première secousse d'un séisme politique, dont les répliques continuent de modeler le Sahel et bien au-delà. Premier effet immédiat, l'unification du commandement militaire. Fini les armées fragmentées, les frontières invisibles entre voisins. Désormais, chaque nation s'aligne derrière une doctrine commune, partageant renseignements, ressources et stratégies. L'architecture sahélienne n'est plus une mosaïque fragile, mais un réseau solide et coordonné, capable de surprendre adversaires et alliés. Pour illustrer cette coordination, prenons l'exemple d'un exercice militaire organisé en février 2026. Des bataillons maliens, nigériens et burkinabés simulent ensemble une opération de sécurisation transfrontalière. Les communications radio sont mutualisées,
les codes d'intervention harmonisés. Là où jadis chaque armée agissait de façon isolée, désormais la réponse est concertée et rapide. Cette coordination militaire donne naissance à une légitimité politique nouvelle. Les dirigeants sahéliens, souvent perçus comme de simples relais de rhétorique anti-impérialiste, s'imposent désormais comme bâtisseurs d'un ordre pragmatique. Ils sont jugés sur leurs résultats: sécurité garantie, industrie locale renforcée, dépendance extérieure réduite. La légitimité ne s'ancre plus dans le discours, mais dans l'efficacité. La vraie révolution, cependant, est psychologique. Une population longtemps enfermée dans la résignation découvre soudain qu'elle tient les rênes. L'idée que la souveraineté n'est plus un slogan mais une réalité tangible bouleverse la relation entre citoyens, élites et partenaires étrangers. À Bamako, à Ouagadougou, la fierté s'affiche, la confiance renaît et le sentiment d'impuissance s'efface. Prenons le témoignage d'une enseignante burkinabé qui, lors d'un reportage, confie à la caméra: pour la première fois, j'enseigne l'histoire contemporaine du Sahel avec optimisme. Mes élèves ne voient plus la guerre comme une fatalité, mais comme un défi à surmonter ensemble. Face à cette affirmation sahélienne, le monde s'ajuste. En Europe, l'inquiétude monte. La diplomatie chancelle, l'accès aux minerais stratégiques devient incertain. La Turquie, elle, ne se contente plus d'observer. Elle s'implante, propose un partenariat fondé sur la technologie, l'industrie et la coopération directe. Les États-Unis, eux, absorbent le choc en silence, réévaluant leur stratégie, redoutant une perte d'influence durable. Ce basculement redistribue les cartes. La souveraineté prend cher dans chaque drone assemblé localement, chaque unité entraînée sur le sol africain, chaque déclaration politique assumée devant la communauté internationale. La politique n'est plus abstraite. Elle circule dans les usines, sur les bases militaires, dans l'affirmation du droit à décider seul. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. À Dakar, à Conakry, à N'Djamena, la jeunesse observe cette dynamique, s'interroge et commence à remettre en cause les modèles hérités de décennies de domination. Les anciens blocs occidentaux, arabes ou asiatiques, doivent composer avec une Afrique qui n'accepte plus de suivre, mais impose désormais ses priorités. Pour les puissances étrangères, le risque est immense: perdre la capacité d'imposer leur modèle, de garantir leur accès privilégié aux marchés et aux ressources, et de peser dans la définition du futur africain. Mais pour le Sahel, le défi n'est pas moindre: assumer seul la charge de la stabilité, de la sécurité et du développement, sans filet de protection extérieure. L'histoire s'accélère, chaque décision compte désormais double. Cette onde de choc ne fait que commencer. La question reste ouverte: jusqu'où cette dynamique d'émancipation transformera-t-elle le Sahel et peut-être tout le continent? Les regards se tournent vers les prochains mois, où chaque choix stratégique pourra amplifier ou freiner ce mouvement inédit. Mais déjà, pour la première fois, le Sahel impose ses propres règles du jeu. Et maintenant, que font les peuples de ce sentiment de puissance retrouvée? Le choc du Salon Baymax 2025 n'est pas un simple éclair. Il plante la graine d'une transformation profonde dont les ramifications s'étendent bien au-delà des halls de Bamako. Pour la première fois, l'industrie de défense sahélienne naît de la cofabrication, du transfert technologique et de la montée en compétences locales. Fini la dépendance. Les pays du Sahel inventent, assemblent et perfectionnent, guidés par leurs propres besoins, épaulés par leurs partenaires mais maîtres de leur destin. Ce changement déborde des usines et des casernes. L'effet domino est immédiat. Écoles, universités, médias, toute la société s'empare de cette dynamique. Les élèves voient dans Reco des ingénieurs africains inventés. Les journalistes relatent des succès locaux. Les professeurs intègrent l'histoire de la souveraineté dans leurs cours. La souveraineté n'est plus un slogan mais un projet de société, visible, concret, contagieux. Prenons le cas de l'université de Bamako, qui a ouvert en 2026 un master en ingénierie militaire, axé sur la robotique et la cybersécurité. Les candidatures affluent, les étudiants contribuent au développement de nouveaux algorithmes de navigation pour drones adaptés au climat sahélien. Un concours national de robotique, sponsorisé par la Confédération des États du Sahel, voit des équipes mixtes, filles et garçons, rivaliser d'ingéniosité pour proposer des solutions à des défis concrets de défense. Les métiers du futur émergent sous nos yeux. Ingénieurs en drone, analystes en cybersécurité, logisticiens de pointe, formateurs, techniciens spécialisés, les jeunes générations trouvent enfin des modèles et des ambitions inédites. Défendre la nation ne signifie plus partir loin, mais innover au cœur du continent. Par fierté, par choix, la jeunesse s'implique et prend racine. La Confédération des États du Sahel s'impose alors dans l'imaginaire collectif.
Elle n'est plus une simple alliance militaire, mais devient un socle psychologique. Elle incarne une confiance retrouvée, une capacité à s'organiser, à décider, à refuser les injonctions extérieures. Le sentiment d'appartenance à un destin commun prend corps. Même au-delà des frontières, cette dynamique inspire et inquiète. Une Afrique sûre d'elle-même, consciente de ses forces, prête à tracer sa propre voie. Ce réveil contraint le reste du monde à revoir ses alliances. La Turquie, la Russie, la Chine s'affichent désormais comme partenaires majeurs, privilégiant coopération et écoute. L'Europe et les États-Unis, longtemps dominants, doivent se repositionner, oscillant entre gêne et pragmatisme. Les anciennes certitudes vacillent. Désormais, ce sont les Africains qui fixent les priorités et le tempo. De Bamako à Niamey, un nouveau modèle voit le jour. Un bloc militaire régional ancré dans l'expérience et l'aspiration à l'autodétermination. Le Sahel n'imite plus, il innove. Son exemple réveille l'attention de tout le continent, des capitales voisines jusqu'aux Caraïbes. L'Afrique, longtemps spectatrice, devient source d'inspiration. Elle prouve qu'il est possible de rompre avec l'ordre ancien et d'exister selon ses propres règles. Pour illustrer cette influence, observons la réaction du Ghana, qui organise en 2027 son premier salon de défense inspiré du modèle Baymax. Les délégations sahéliennes y sont invitées en tant que mentors. Ce passage de témoin symbolique marque une rupture avec la logique d'imitation du Nord. Désormais, l'innovation vient du Sud. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le temps favorise ceux qui s'adaptent et punit ceux qui s'accrochent au passé. Se transformer ou disparaître, tel est l'enjeu pour tous les acteurs de ce siècle, qu'on soit à Bamako, à Paris ou à Washington. Prendre part à la construction de l'Afrique du XXIe siècle ou n'en être que le témoin impuissant. Les dirigeants sahéliens sont désormais confrontés à des choix cruciaux. Pour consolider ce nouvel élan, il leur faut investir massivement dans l'éducation, la recherche et l'économie. Cela passe par la création d'incubateurs technologiques, le soutien à l'entrepreneuriat local et le développement d'industries complémentaires à la défense telles que l'aéronautique civile ou l'électronique grand public. Un exemple marquant est celui de la start-up nigérienne Sahara Tech, fondée par 2 anciens diplômés de l'université de Niamey. Leur projet, adapter les technologies de navigation des drones militaires pour surveiller l'irrigation des cultures et prévenir les famines. Soutenus par la Confédération, ils obtiennent des fonds, recrutent des ingénieurs locaux et exportent leurs solutions dans toute la sous-région. Pratiquement, la montée en puissance du Sahel passe aussi par une refonte de la gouvernance. La transparence, la lutte contre la corruption et l'implication citoyenne deviennent des priorités. Des plateformes numériques permettent désormais aux citoyens de signaler les abus, de suivre l'affectation des budgets militaires et de proposer des innovations. Le Sahel s'inspire ici d'exemples historiques. On se souvient de la Corée du Sud, qui, dans les années 70, a bâti son industrie technologique en investissant massivement dans l'éducation et la recherche, tout en gardant le contrôle sur les décisions stratégiques. Le Rwanda, de son côté, a prouvé qu'un pays africain pouvait devenir un modèle de sécurité et d'innovation après un passé tragique, en misant sur la cohésion et la confiance nationale. Mais l'Afrique sahélienne va plus loin, car elle allie cette modernisation à une réappropriation culturelle. Les récits nationaux valorisent désormais les héros locaux, les résistances oubliées, et réécrivent l'histoire en y intégrant la contribution des femmes, des jeunes, des communautés rurales. Des festivals, des documentaires, des séries télévisées s'emparent de cette nouvelle fierté. Il ne reste qu'une question. Sommes-nous prêts à regarder l'Afrique autrement ? Un battement de cœur collectif, une attente silencieuse, l'Afrique est prête à écrire sa propre histoire. Mais saura-t-on, ailleurs, écouter ce nouveau récit ? L'Afrique n'attend plus. Elle avance sans permission. Face à ce séisme qui bouleverse l'ordre du monde, quelle sera votre réaction ? Ce que nous venons de vivre à Bamako avec Baymax 2025 n'est pas une simple parenthèse, c'est un tournant irréversible. Pour la première fois, les nations sahéliennes ont uni leurs forces, décidé à écrire leur propre sécurité et à briser la chaîne de la dépendance occidentale. Ce mouvement n'est pas qu'une démonstration de puissance militaire. Il incarne une souveraineté nouvelle, forgée par la maîtrise des technologies et une unité politique inédite. À Bamako, le Sahel n'a pas seulement protégé ses frontières, il a commencé à écrire un récit qui, jusque-là, lui échappait. Ignorer ce basculement, c'est prendre le risque d'être balayé par la prochaine vague de l'histoire. Ceux qui persistent à voir l'Afrique comme un terrain de jeu pour grandes puissances risquent de perdre bien plus que des contrats ou de l'influence.
Ils pourraient devenir de simples spectateurs, condamnés à regarder sans agir. Ce qui se joue ici, c'est la redistribution du pouvoir mondial. Une Afrique qui refuse la tutelle, qui invente ses propres outils, qui bâtit des alliances fondées sur la confiance plutôt que sur la dépendance. Pour ceux qui savent écouter et comprendre, c'est une source d'opportunités économiques, industrielles et stratégiques inédites, à condition d'entrer dans le dialogue qui s'ouvre. Plus rien ne sera comme avant. La fierté collective qui émerge aujourd'hui dans le Sahel est contagieuse. Elle franchit les frontières et force le monde à regarder un continent qui impose désormais son propre rythme. La question n'est plus de savoir si le Sud s'éveillera. Il est déjà debout. Ce qui compte désormais, c'est votre position. Serez-vous simple témoin ou acteur de cette nouvelle page de l'histoire? Le basculement est irréversible. Chacun doit choisir, céder à la peur ou oser se connecter à cette dynamique. À présent, la balle est dans votre camp, car l'Afrique, aujourd'hui, ne demande plus la permission. Elle avance forte de ses choix, de ses réussites, de ses défis. Elle invite le monde à un dialogue d'égal à égal, où la dignité n'est plus négociable, mais inscrite dans chaque geste, chaque innovation, chaque décision collective. Face à ce nouveau récit, il reste à chacun d'oser un regard neuf. De Bamako à New York, de Paris à Istanbul, le message est ce clair. Le temps de l'Afrique spectatrice est révolu. Voici venu le temps de l'Afrique actrice, inventive et fière. À vous d'en prendre la mesure.